Alors une émission type de Marly, il y en a eu beaucoup, hein, beaucoup, des centaines, voire des milliers d'émissions, dont malheureusement il ne reste rien, à moins que quelqu'un les découvre quelque part. Là, nous imaginons donc que nous avons affaire à une enseignante, peut-être que quelqu'un se reconnaît, et elle utilise ce qu'on appelle le télélecteur. Le télélecteur, c'est une sorte de plateforme qui permet de supporter les documents qu'on va utiliser pour illustrer les cours. Et elle lève le bras pour faire le point à l'aide d'une caméra. Donc une caméra qui est posée comme ça à la verticale, comme ce qu'on appelle les bancs-titres pour le dessin d'animation. Hein. C'est à peu près le même principe. Le télélecteur, si vous regardez bien, au fond, il y a des sortes de rouleaux. Et donc on peut enrouler, dérouler les images et donc faire des sortes de panoramiques comme ça, sur un décor, sur ce que vous voulez, tout était à imaginer. Donc l'enseignante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde sur le petit écran qui est en bas, et elle voit ce qu'elle est en train de montrer, à proprement parler, en tant qu'image. Et en haut, ce que vous voyez, c'est ce que est en train de filmer la caméra automatique qui est en face d'elle, puisqu'il y avait des caméras automatiques également. C'est vraiment, il y en avait deux, voilà. Et puis il y avait des caméras qu'on pouvait manier, qu'on maniait manuellement. Et donc, on a deux types d'images. On a le petit écran en bas qui représente ce qu'elle montre, et puis l'écran d'en haut qui représente son visage, puisqu'elle interagit également avec ses élèves via la télévision. Donc ça, c'est un dispositif qui avait été expérimenté, breveté au niveau de la radio-télévision scolaire, qui avait un nom, Scanoxia ou quelque chose comme ça, qui était tout à fait particulier. Mais il n'y avait pas que ça, hein. Donc cette photo montre tout ce dont on disposait en termes d'éclairage, de caméras nombreuses, au sein du studio. Là, c'est une émission, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais probablement 66-67, qui porte sur le vocabulaire. On s'en aperçoit avec cette deuxième image, où le mot écurie, le mot étable, comme ça, sont écrits avec des lettres magnétiques comme on les utilisait à l'époque. Ça s'est perdu malheureusement, mais c'était une très bonne idée. Et on voit que la caméra 2, donc ce qui correspond au deuxième poste dans la lignée que je vous ai montré tout à l'heure, est en train de filmer ça. Et si on revient un petit peu en arrière pour bien comprendre ce qui se passe, ça correspond au tableau qui est au fond, hein. Donc on voit la caméra 2 qui est en face, et en même temps il y a un autre bout d'émission qui se fait sur un autre tableau avec une autre caméra. Tout ça, il faut le monter, évidemment. Et donc il faut des techniciens qui s'y connaissent bien. Voilà. Alors ça, c'est la préparation d'une émission. Quelqu'un a reconnu quelqu'un? Non? Alors, c'est une émission qui doit dater de 1967. J'ai retrouvé tout à l'heure l'émission en question. Malheureusement, je n'ai pas pu changer le format, donc nous ne pouvons pas la voir. Nous aurons l'occasion peut-être de nous retrouver et nous verrons. C'est un extrait très court de 2 minutes. C'est vraiment par hasard, je suis tombé dessus. Et on voit 2 des premiers enseignants formés pour l'audiovisuel de Marly Leroy qui sont présents et qui ne vont pas rester longtemps, hein, qui vont rester pour l'un jusqu'à l'année 67. Il s'agit d'Adrien Salmieri qui est avec sa cigarette, hein, qui était donc prof de français, sauf erreur de ma part, et qui avait déjà une formation en audiovisuel. Et la jeune femme brune que vous voyez là, c'est Geneviève Jacquineau, qui elle aussi était formée à l'audiovisuel puisqu'elle avait réalisé quelques émissions pour la radio-télévision scolaire. Elle restera un an et demi, et ensuite chapeautera un certain nombre de groupes au sein de la radio-télévision scolaire avant de rentrer à l'université. Donc cette émission, elle est de 67, et c'était Adrien Salmieri qui présentait l'émission en question. Une émission qui était réalisée, donc il y a toute une production, on a trouvé quand même un certain nombre de sources, et d'ailleurs on est toujours demandeur de synopsis d'émissions, de scénarios d'émissions, de photographies, d'éléments qui ont constitué la source, les éléments de ces émissions, bien évidemment, hein, puisqu'on ne retrouve pas les images. Autant essayer de le reconstituer un petit peu comme un archéologue, c'est-à-dire avec des éléments comme ça, épars,
pour faire en sorte de comprendre exactement quelle était la pédagogie des uns et des autres en utilisant ces moyens audiovisuels. Mais à côté de ça, on a eu l'idée, et ça c'est très nouveau à l'époque, de faire participer des élèves. Alors ça c'est sur une longue période évidemment, hein, c'est dès le début, hein, des petits cas comme ça, et puis dans les années 70, des expériences qui sont réalisées avec des élèves qui jouent des rôles, participent à des émissions, etc. Et donc ce que vous voyez ici, c'est une émission dont Gérard Anthony nous a retrouvé des photos. Donc c'est lui qui a fait le décor de l'émission, donc ça ressemble presque à, je sais pas, Aujourd'hui Madame, ou des émissions de ce type telles qu'on pouvait les voir à l'époque. Il nous a raconté quelques trucs, en particulier que le bar, qui était le lieu d'attraction, était en fait un piano qui avait été retourné. Hein, voilà. Et donc les élèves étaient les producteurs de l'émission, discutaient entre eux, faisaient des interviews, donc parodiaient quelque part la télévision classique, mais je trouve ça extrêmement réjouissant, surtout à cette époque. Maintenant, on le fait plus communément avec des moyens techniques extrêmement faciles et aisés. Alors on parlait de Gérard Anthony, il faut reconnaître quand même que Gérard Anthony fumait au collège. Hein. C'est interdit maintenant. Et donc, le voici pris donc à l'étage, au premier étage, hein, donc la fameuse verrière, enfin vitre que je vous ai montré tout à l'heure, est en train de calligraphier un sous-titre avec précision sur sa table de travail. Et là, des éléments que vous avez vus probablement pour ceux qui sont allés à l'exposition, ça c'est un gros travail qu'il avait fait sur une chanson de Crosby, Stills and Nash qui s'appelait Chicago, donc c'est un cours d'anglais. Et pour illustrer le propos de cette chanson, il avait conçu une image qui résonnait avec chacun des couplets de la chanson en question. Donc il y a d'autres images qui sont reproduites dans l'exposition. C'est très joli. Gérard, bravo. Voilà, par exemple, donc on a évidemment enquêté beaucoup sur le personnel du studio. Donc il y a un certain nombre de personnes, voilà, que vous reconnaissez. Donc il y a La Rivière, hein, qui fait des blagues, semble-t-il, et il y a Jean-Pierre Garnier, hein, qui a des sortes d'oreilles derrière lui. Il y a vous, hein, également, il y a Toussaint, etc. Voilà. Et tout ça devant un décor probablement conçu par Gérard Anthony ou quelqu'un d'autre. À côté du studio, il y avait le lieu de réception. Hein, donc on vous l'a montré, c'est la fameuse classe. Là, ce que vous voyez, c'est une demi-classe, hein, puisque vous voyez un seul poste. Il y a 2 postes par classe. Et surtout, sur cette photo, on voit qu'on disposait de nombreux moyens audiovisuels, qu'on ne se contentait pas d'utiliser la télévision. Donc la télévision, elle est bien visible. Oui, alors je ne vois pas la souris, mais elle est là, on voit, elle est en train de diffuser ses programmes. En dessous, il y avait la possibilité de faire descendre un écran blanc qui permettait de projeter. Qu'est-ce que vous reconnaissez? C'est un rétroprojecteur. C'était nouveau à l'époque, les rétroprojecteurs, c'était pas banal, mais ça permettait aussi de projeter des films fixes, hein, qui étaient utilisés. On a trouvé des traces de présence de films fixes dans les inventaires du collège, ou tout autre moyen, pourquoi pas du 16 mm si on voulait. Tout était possible en pratique avec cet équipement. Et ce que vous voyez également, c'est quelque chose qui va être utilisé relativement peu de temps d'après les éléments dont on dispose. C'est une station d'interrogation automatique, informatisée, qui est représentée en bas, et dans le bouquin on explique d'où ça vient. Donc c'était une start-up, on dirait, française qui avait mis au point ce dispositif. Vous voyez un petit clavier avec 4 boutons, et donc on proposait 4 solutions à une question donnée aux élèves, et les élèves devaient appuyer soit sur le bouton 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4, en fonction de ce qu'ils pensaient. Et tout ça arrivait directement dans un ordinateur qui analysait l'ensemble des réponses, et qui permettent de dire, la majorité des élèves ont répondu A plutôt que B, C, D, et si c'était la bonne question, ça voulait dire, la bonne réponse, ça voulait dire
bien évidemment qu'ils avaient compris. Si c'était la mauvaise réponse, ça voulait dire que l'enseignant avait tout intérêt à revenir sur le sujet en question. Donc c'était hyper moderne, ça a été testé à Marly, c'est resté une petite année maximum, semble-t-il, d'après les différents témoignages qu'on a pu récolter. Donc les fameuses piscines, on en a déjà parlé, donc ça c'est des photos qui ont été réalisées en 66-67, là aussi, qui nous avait été confié à Geneviève Jacquinot, qui est décédée depuis malheureusement, et qui représente très bien ces regroupements d'élèves au sein de la piscine, des discussions comme ça en forum. C'est très probablement des débats autour de la faim dans le monde, qui a été l'une des premières thématiques abordées dans le collège en 66-67. Une autre, donc on pouvait comme ça organiser des débats, être soit au milieu, soit surplomber l'ensemble des élèves. C'était vraiment un dispositif extrêmement intéressant. Et surtout, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des élèves qui sont à moitié couchés, etc., ce qui ne correspond pas aux normes des années 60, et ce qui connote un petit peu l'esprit général du collège. Alors, maintenant, on arrive à un point qui est difficile à comprendre, donc je vais essayer de le faire le plus simplement possible. Vous avez compris que le collège a été créé à l'initiative d'Henri Dieuzel, que c'est Brunswick qui a supervisé la mise en place avec l'aide de Guy Berger. Henri Dieuzel va quitter la radio-télévision scolaire pour aller à l'UNESCO et devenir le responsable de l'audiovisuel à l'UNESCO. Ça se passe 69-70. Donc on est encore au début de l'expérience, ça fait que 3 ans. Mais le grand chef, le grand Manitou en quelque sorte de ces expériences se retire. Il reste Étienne Brunswick. Étienne Brunswick était une très forte personnalité, même s'il n'était pas le chef de la structure, loin de là. Donc il va maintenir l'esprit de Marly pendant un certain temps, mais ça ne va pas durer très longtemps, puisque en 71, il rejoint Henri Dieuzel à l'UNESCO lui aussi. Et donc les deux se retrouvent à l'UNESCO. Or l'UNESCO, ce n'est pas le lieu, le siège, Marly n'est pas le siège de l'UNESCO. Donc il va y avoir une dissociation complète entre le projet initial et ce que va devenir le projet par la suite. La personne qui va prendre contrôle de l'expérience progressivement, c'est Louis Legrand, qui est un personnage très important, mais qui a des théories assez différentes de celles de Dieuzel et qui était opposé à Dieuzel et Brunswick en pratique au sein de l'Institut pédagogique national, ce qui explique bien des choses. On ne rentre pas dans les détails évidemment, mais il y avait des tensions au sein de l'organigramme de l'Institut pédagogique national. Cela dit, la dernière grande création du collège d'un point de vue architectural, le CAD, est conçue par Brunswick. Parce que Brunswick s'est aperçu qu'il y avait une formidable organisation avec le studio, mais qu'il n'y avait pas de lieu dans lequel les élèves pouvaient réutiliser les images, pouvaient discuter, pouvaient se rassembler, faire des projets, etc., etc. Et donc, il se dit, on va créer une sorte de CDI avant l'heure, qui va s'appeler donc le centre d'autodocumentation. Alors,